Les infertiles remercient du plus profond de notre cœur PFD Avocat, grâce à qui la réalisation de cet autre épisode est possible. Donc, pour PFD Avocat, leur seule et unique priorité est de rencontrer les exigences et les besoins de leurs clients en faisant preuve de créativité. Et en tenant compte de la réalité économique de la situation, hein, chose très, très, très importante. L'excellence et la rigueur de leur offre de services juridiques est une priorité quotidienne. 4 places d'affaires sur la Rive-Nord et à Montréal permettent à PFD Avocat d'être près de leur clientèle et de répondre à tous leurs besoins. Donc, les environs de Saint-Jérôme, Boisbriand, Montréal, Ville-Mont-Royal et Mirabel. PFD Avocat qui vous offre une gamme complète de services juridiques et qui bénéficie d'une équipe de, my God, 11 avocats pratiquant le droit de la famille. Il y a des avocats aussi en droit des affaires, en litige civil et commercial, en droit de la construction et bien, bien d'autres. Donc, suivez PFD Avocat sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup, PFD Avocat! Rebonjour, ma chère Anne-Marie. Allô. Donc, nous sommes toujours en excellente compagnie d'India Desjardins. Ça va toujours, ma chère? On est prête pour poursuivre la conversation. Là, ça va être peut-être un peu plus léger ou je sais pas. Parce que là, on va parler de ta BD que tu m'as si gentiment fait parvenir. Donc, je vous la montre ici à l'écran pour les gens qui regardent la version vidéo. Donc, ça s'appelle « Ma vie avec un scientifique, la fertilité ». Donc, tu as écrit le texte, mais c'est quelqu'un qui a fait, une autre personne, Bac, qui a fait les illustrations. J'ai adoré. Faut dire que c'est une BD qui est à connotation humoristique. Exactement. Donc, c'est très, très léger. Moi, quand j'ai écrit ça, en fait, le désir que j'avais, c'était, tu sais, les traitements de fertilité, c'est extrêmement tabou. Absolument. Nous, quand on était en traitement de fertilité, des fois, on essayait de trouver des couples, tu sais, qui vivaient ça aussi. Puis, on savait qu'il y en avait, mais, tu sais, comme, mettons, un moment donné, on avait rencontré un gars dans un lancement, puis là, on savait que lui puis sa blonde était en traitement de fertilité. Puis nous, mon chum puis moi, on était très transparents par rapport à ça. Mais là, tu sais, quand on en parlait à des gens, là, les gens, il y a un malaise. Là, tu sais, là, comme le gars, il disait, en tout cas, si vous rencontrez ma blonde, parlez-en pas, nanana. Donc, mais nous, on aimait ça en parler. Parce que nous, ce qui a été le plus dur pour nous, c'est le sentiment d'isolement, d'être tout seul là-dedans, puis de ne pas pouvoir en parler, d'avoir personne qui vivait la même chose que nous. Puis moi, j'étais comme, ça me prendrait quelque chose, une soupape. J'aurais besoin de rire. J'aurais besoin d'une fenêtre là, où je m'identifie puis qu'il y a des gags. Parce que moi, là, je suis du genre, même quand j'ai eu mon embolie pulmonaire dont je vous parlais tantôt, là, moi, je suis du genre à l'hôpital, ça civière, puis je fais des blagues. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de rire. J'ai besoin de... Puis j'aime ça, les professionnels de la santé qui embarquent un peu dans mon humour. Parce que moi, je suis une personne très anxieuse, puis ça m'enlève de l'anxiété de pouvoir rire. Donc, quand j'ai eu l'idée de faire la BD, c'était de faire des petites scènes drôles de la vie quotidienne d'un couple qui va avoir, tu sais, qui sont en traitement de fertilité, d'offrir de l'espoir aussi, parce que ça finit bien. Pour moi, ça n'a pas fini avec un test positif, mais pour eux, oui. Puis ça existe, puis je suis contente, tu sais. Puis ça donne un peu d'espoir parce que tu as besoin d'espoir, tu sais. Tu as besoin de penser qu'à un moment donné, tu vas en avoir un test positif. Puis aussi, il y a une image que moi est très marquante pour moi, c'est que tu vois la fille, les pieds dans l'étrier, avec toutes les machines autour, puis là, elle dit, j'imaginais ça plus romantique, tu sais. Parce que quand tu veux faire un enfant, t'imagines pas que tu vas être dans une salle avec plein de machines à te faire rentrer des sondes. Donc, c'est très difficile à un moment donné de te rendre là, puis tu te dis, OK, moi, j'imaginais pas ça comme ça, pas en tout. Ouais. Donc, j'ai décidé de faire ça
aujourd'hui, avec le recul, je trouve que le titre est pas bon. Ah, OK. Comment tu l'aurais appelé? Aujourd'hui, mettons. Projet famille ou quelque chose comme ça. Okay. Mais j'arrivais pas à trouver de bons titres. Puis je pense que j'étais trop bloquée à ce moment-là. Je pense que j'avais pas encore fait la paix, mais j'avais hâte de le sortir parce qu'il y en avait pas. Ouais. Puis moi, je voulais offrir ça pour les gens qui étaient en traitement de fertilité. Puis je trouvais que c'était plus important de passer par-dessus ma peine que d'attendre, tu sais, de me sentir correcte. Fait que ma vie avec un scientifique, on dirait que c'était plus acceptable pour moi. Puis tu sais, tu vois, là, la fertilité, c'est écrit en petit. Ouais. Je trouve que ça montre mon sentiment que j'allais dire, ouais. Ouais, c'est ça. Ce qui a été drôle. Puis là, avez-vous des questions là-dessus ou moi, j'arrête pas de parler? Vas-y, hey, nous, on aime ça. Parce que tu là. réponds à plein de questions. Oui, c'est ça, en même temps. Fait que là, nous autres, on barre nos questions, tu comprends? C'est comme si je fais le podcast à moi tout seul. Hey, c'est parfait! Non, mais tu sais quoi? On Je suis adore comme, non, ça. je veux pas y aller. Puis là, Finalement, comme, écoutez-moi. mais tu sais quoi? C'est parce que, tu sais, dans le fond, on en parle tellement jamais de ça. Absolument. Fait Ben que- oui, ben oui. C'est pour ça qu'on est là. Mais c'est ça. Mais quand le livre est sorti, en fait, c'est ça que je t'ai dit, puis on s'est dit, on va en parler, c'est que il y a eu une critique dans Le Devoir, puis c'est comme... C'est tellement représentatif de quand les femmes vivent des choses intimes. Puis c'est ça. Bon, je vais lire la critique, puis après, quand j'ai lu la critique qui est extrêmement acerbe, je suis allée voir une critique d'un livre équivalent écrit par un gars pour voir si c'était équivalent. Fait que je vais vous montrer le double standard. OK, alors critique dans Le Devoir. Vous le saviez peut-être pas, mais la romancière et scénariste India Desjardins vit en couple avec Olivier Bernard, dit le pharmacien, et ensemble, ils ont essayé d'avoir un enfant. Anecdote insignifiante? Pas pour la génitrice d'Aurélie Laflamme, qui, de cette quête universelle et avec l'autorisation de son scientifique de chum, hein, parce qu'il faut que je demande la permission, a décidé de faire naître un spectacle en forme de bande dessinée à l'intérêt inversement proportionnel au narcissisme gênant et à l'abus de confidences hasardeuses qu'elle contient. Induit par le découpage qui, dans l'ensemble, prévisible. OK. Et tant pis pour le délicat et lumineux trait de bac et pour le rythme amusant induit par le découpage. Tu sais, il y a un rythme amusant, tu sais, mais bon, c'est pas assez. Fait que là, ensemble prévisible, consensuel et bien de son temps dans l'art de mettre une intimité en scène. Peine à extirper de cette aventure dont on soupçonne des suites à venir, non, il n'y en a pas eu, du nombril dans lequel il a malheureusement sombré. Alors, c'est ça. Donc, ma critique pour un couple qui était en traitement de fertilité, c'était au fait que j'étais narcissique et centrée sur mon nombril. Ouais. Et que Là, tu te donnais en spectacle. Que t'en as fait tout un plat avec ça. J'en ai fait tout un Parce plat. qu'il n'y a rien là de vivre. C'est une Ben non. quête universelle, vouloir un enfant, voyons. OK? Bon. Là, je me suis dit, il y a eu un BDiste, OK, qui s'appelle Guy Delisle, qui a sorti un livre qui s'appelle Guide du mauvais père. OK? Puis ça, c'est des petites scènes de la vie quotidienne d'un père. OK? Je me suis dit, est-ce que ce journaliste-là a fait une critique de cette BD-là? Je veux juste voir. Alors, 5 ans plus tôt, il en avait fait une. OK? Et je vous dis ça. Guy Delisle n'est pas qu'un fin observateur du quotidien, particulièrement quand il déploie ses paradoxes délirants en Chine, en Corée du Nord, en Birmanie ou à Japon. Il est aussi un père de famille qui aime tourner en dérision sa condition de père pour se détendre un peu, sans doute, mais également pour divertir ses contemporains. Depuis plusieurs mois, le BDiste révèle en effet ce drôle de visage en mettant en scène de manière désopilante sa vie quotidienne à la maison. Le tout est distillé sur son blog sous un titre évocateur, Le Guide du mauvais père. Tout en case et en bulle, on le voit oublier 2 soirs de suite de remplir sa fonction de fée des dents. De petite souris, en fait, puisqu'il vit en France. Imaginez une mauvaise blague avec une tronçonneuse pour faire peur à son fils. Mentir à ses enfants pour garder juste pour lui des céréales. Tout ça est bien sûr exagéré pour les besoins narratifs de sa cause, mais bon, c'est avec un grand plaisir qu'on lit ça. Hein? Fait que le père, là, qui cache les céréales à ses enfants,
c'est donc intéressant puis drôle, mais un couple, là, qui vit de l'infertilité, écrit par une femme, c'est donc bien narcissique! Voyons! Fait que, tu sais, moi, honnêtement, là, le journaliste, là, tu sais, c'est vraiment pas personnel. Je pense que ma critique de sa critique et le double standard que je soulève là, honnêtement, c'est un monsieur que j'aime bien, OK? Puis il a fait d'autres bonnes critiques de mes affaires, tu sais. Okay. Ça, l'intimité, surtout un sujet très féminin, il y a beaucoup d'autrices qui vont en parler. Souvent, les autrices, quand vont parler d'un sujet très féminin, comme là, tu sais, l'infertilité, puis pourtant, l'infertilité, c'est pas un sujet très féminin, mais quand est abordé par une femme, c'est féminin. Tu comprends? Okay. Parce que c'est vécu autant par des hommes que des femmes. Absolument. Mais souvent, les femmes autrices vont se faire traiter de narcissiques. Tandis que les hommes qui vont parler d'amour, de paternité, tout ça, c'est toujours bien reçu. Parce que les hommes, ils deviennent sensibles, ils deviennent, tu sais, comme... Ils révèlent un côté sensible d'eux. Donc, moi, ça m'a beaucoup fâchée. Puis je trouve que ça fait vraiment partie de ce qu'il faut changer dans la société. Moi, je trouve que de parler de traitement de fertilité avec un ton humoristique, de parler d'un problème de couple qui est tabou, OK? Moi, là, je l'adore, Guy Delisle, puis je les ai trouvées bonnes, ces BD, parce que la vie de père, moi, je sais pas c'est quoi, puis je trouve ça cute, moi, ces anecdotes-là. Tu sais, moi, je suis 100% pour ça, de faire des petites chroniques de la vie quotidienne, tu sais. Mais les traitements de fertilité méritent aussi cette BD-là. On mérite de rire de ce sujet-là, d'avoir de la difficulté à faire des enfants qui, oui, devraient être la quête la plus universelle, puis normale, puis ça l'est. Tu sais, du monde. Ouais. Mais que pour certaines personnes, c'est difficile. Puis quand tu vis des difficultés, là, ben t'as aussi besoin d'en rire, puis d'une soupape, puis de tu sais... Puis cette BD-là aussi, plusieurs personnes m'ont dit qu'ils l'ont donnée à leur famille parce que ça devient un peu un outil. Un outil pour discuter, pour se comprendre, tout ça. Donc... moi, ça me fâche encore aujourd'hui, cette critique-là. Pas parce que je suis pas à l'aise avec les mauvaises critiques, parce que moi, je trouve que c'est un double standard. S'il avait fait la même critique pour Guy Delisle, le même genre de critique... Là, j'aurais fait, OK, c'est pas son genre. Ouais, c'est ça. Il aime pas ça. Okay. Lui, quand on est trop intime ou quand on s'expose trop, là. C'est ça. OK. Fait que, mais pour moi, ça révèle un double standard. L'as-tu confronté? Ben, pas confronté, je veux non, dire. Ça sert à rien de confronter les critiques. Ça révèle un double standard, mais ça révèle aussi, encore une fois, que à ce moment-là, en tout cas en 2018, parce que cette critique-là est sortie la même année que tu as publié la BD, ben, ils connaissaient pas ça, l'infertilité. T'sais, on n'était pas... Parce que c'est pas nécessairement véhiculé là, dans la société, là, c'est pas une réalité que les gens connaissent ou comprennent. Fait que, tu sais... il était peut-être juste bien mal à l'aise, lui, là, de lire ça. Puis ça a été sa façon de réagir ou de répondre à la BD aussi, tu sais. En tout cas, bref, moi, je tiens à dire que je trouve que c'est une bonne idée d'offrir cette BD-là en cadeau comme outil à son entourage parce que tout y est. Les commentaires de mon oncle, les étapes de traitement de fertilité, les conseils non sollicités, les états d'espoir qu'on peut traverser, mais aussi de profonde tristesse, la femme qui en devient une autre à cause de toutes les hormones qu'on prend, les encyclopédies ou les spécialistes qu'on devient à force de faire tellement de recherches et de recherches et de recherches. Tout est dépeint avec beaucoup d'humour. Je trouve que c'est très profond, mais très, très léger en même temps. Donc, j'ai personnellement beaucoup apprécié la BD. Puis, tu sais, tu parles beaucoup d'humour. Tu dis que tu es une personne qui a besoin de rire dans la vie. Moi aussi. Mais comme j'avais dit quand Sébastien Haché est venu, l'humoriste, pour moi, ça a été long avant d'être capable de rire de l'infertilité et j'ai beaucoup ri avec ta BD. Donc, je pense que c'est vraiment un outil, un livre qui peut vraiment faire du bien.
si vous êtes peut-être dans vos débuts en fertilité, peut-être que vous la trouverez pas drôle tout de suite, mais éventuellement... C'est très tendre en même temps. Oui, il y a beaucoup d'amour entre ce couple-là, puis il y a de l'espoir, donc peut-être que ça peut donner une idée de à quoi s'attendre aussi. T'sais. Ça peut faire du bien aussi de se retrouver dans... Exactement. De se reconnaître. Tu parles beaucoup de ce couple-là, mais il y a beaucoup de phases ou d'images qui sont inspirées de ton vécu avec toi puis ton conjoint. Oui, c'est sûr, mais quand on écrit... Moi, c'est sûr que, tu sais, je l'ai écrit, je l'ai punché. Tu sais, c'est sûr que ce n'est pas tout le temps que narcissique, tu sais, comme c'est du travail de trouver une scène de vie, puis de la scénariser, puis de la mettre drôle, tu sais, c'est un travail de scénariste, tu sais. Donc, oui, c'est inspiré de nous, mais, tu sais, en même temps, il y a aussi une part de fiction. Fait que, tu sais, quand t'écris, il faut peut-être trouver la petite twist dans la scène qui va faire que ça va être une bonne scène. Fait que je pourrais dire oui, c'est inspiré de nous. Mais c'est pas exactement vous. C'est sûr qu'il y a mon travail d'autrice qui est embarqué là-dedans aussi. Il est arrivé à quel moment dans ton processus? Est-ce que le processus de fertilité était terminé quand tu t'es mis à l'écriture? Oui. Ben, en fait, souvent, je prenais des notes pendant qu'on le vivait parce que moi, ça a toujours été ma façon de me sortir c'est mon imaginaire. Fait que quand je vis des choses difficiles, j'ai besoin, on dirait, d'écrire. Donc, ça m'arrivait souvent d'écrire des petites scènes pendant qu'on vivait quelque chose, tu sais, j'écrivais des petites scènes, puis à un moment donné, j'en ai fait une bande dessinée. Mais, tu sais, donc, je sais plus c'était quoi la question. À quel moment? C'était avant, après, pendant. Oui, c'est ça. Avant, non. C'est comme un peu pendant puis après. OK. Mais avant que je fasse mon deuil. Ah, OK. De famille. OK, mais ça se voit dans le titre. Oui, bien c'est ça, comme on en parlait, là. Pour revenir à l'adoption, quand on avait l'idée d'adopter, je me disais, je vais faire un tome 2 avec le processus d'adoption. Fait que, mais tu sais, non. Finalement, non. Ou après ça, je me disais, je pourrais peut-être en faire une suite avec le deuil. Mais là, j'étais comme, non, il n'y a rien de drôle dans un deuil de maternité ou de parentalité, tu sais. J'ai pas trouvé le drôle là-dedans encore. Pour revenir aux choses, aux phases qu'on peut trouver difficiles dans un parcours de fertilité, on en a parlé dans l'épisode précédent que toi, les annonces de grossesse, ça te faisait rien. Ben, ça me fait rien. C'est sûr qu'à un moment donné, tu te projettes, mais en tout cas... Ça t'a jamais vraiment affecté? Tu sais, je veux dire, il y en a pour qui on est à terre, là. Tu sais, on pleure à chaque annonce de grossesse, puis c'est la fin du monde, mais toi, c'était pas ton cas, là. Non, c'est ça. Mais c'était quoi, d'abord, les choses que tu trouvais le plus difficile à confronter ou juste à vivre pendant ce parcours-là? J'ai pensé à ça, puis là, j'ai oublié. C'est ça. Je pense que la question avez-vous pensé à l'adoption, c'était très dur parce que, tu sais, justement, souvent, t'es à une certaine place. Les conseils des gens, il me semble que tu m'avais dit là, que quand les gens te disaient « T'as-tu essayé ça? T'as-tu essayé ci? Fais ça de même. » Ouais, ça me dérangeait, mais comme on en parlait, toi puis moi... Ça vient d'une bonne place quand les gens font ça. C'est sûr, bien oui. Les gens, ils veulent pas mal faire. Là. Fait que, tu sais, je le prenais pas mal, mais c'est sûr que ça te fait tout le temps un peu sentir coupable parce que tu as l'impression que tu pourras jamais en parler. Je pense que le fait de me sentir isolée avec mon chum, tu sais, je pense que moi, je trouvais ça difficile. Puis, j'aime pas quand les gens nous font sentir que nous, on est comme on est comme à part, tu sais. Fait que, mettons, des gens qui vont dire « Ah, là, tu sais, je veux pas te dire ça parce que toi, ta. » Puis là, t'es comme « Mon Dieu, je suis tellement plus là-dedans. Pourquoi tu me ramènes là-dedans? » Tu sais. Fait que ça, c'est... Aujourd'hui, ça, c'est des fois, c'est ça, je trouve ça dur, tu sais. Quelqu'un qui va penser que je suis à part. Puis, tu sais, ça, c'est comme... Fait que c'est comme si t'as l'impression que dans la tête des gens, tu sais, t'es un humain complet, là, quand t'as des enfants. Mais moi, du moment où mon chum puis moi, on a décidé de pas avoir d'enfants puis de pas avoir de famille puis qu'on a pris toutes ces décisions-là, notre vie, elle a été autre chose. Fait que oui, je pense que pendant toute la vie, tu fais le deuil. Tu fais le deuil de certaines choses. Tu vois, mettons, des enfants aller au secondaire. Tu dis, ben moi, j'aurai jamais d'enfant qui va aller au secondaire.
Tu sais, il y a plein de choses comme ça. Là, c'est drôle parce que je garde mon filleul une fois par semaine, puis tu sais, il se sent à l'aise avec nous. Fait que là, des fois, il nous crie après « Vous voulez me tuer avec votre bouffe qui goûte les poubelles? » Puis là, on est comme « Hey, je suis contente de vivre ça parce que j'aurais vu... » Mais tu sais, je le vis en petite dose, tu sais. Fait que moi, je suis comme « Hey, c'est le fun. » Puis j'ai dit « Merci de nous donner accès à ça. » Tu sais, il est comme « De rien. » Mais, tu sais, fait que j'essaie de m'amuser avec ça, mais là, je me suis tout le temps mêlée dans mes... Ça, c'est quand je deviens émotive, là, toutes mes pensées, là, se mêlent. De quoi qu'on parlait, là? On veut avoir des enfants à faire des Je te demandais s'il y avait des choses que tu avais trouvées particulièrement difficiles pendant le processus, là, mais je pense que tu as bien répondu quand même. Bien répondu, ouais, tu m'avais dit aussi que la fête des mères, à un moment donné, tu avais trouvé ça difficile. La fête des mères, pendant quelques années. Oui, pendant quelques années. Puis même encore des fois, là, je vais pas trop sur les réseaux sociaux à la fête des mères. Ce que je trouve dur, c'est ça, je t'avais dit, hein, c'est des fois les gens qui disent on connaît pas le bonheur tant qu'on n'a pas d'enfants. Puis moi, là, jamais je vais être du genre à dire on n'a pas le droit de dire ça. OK? Jamais. OK? Parce que tout le monde a le droit de dire... D'avoir une opinion. Tout le monde a le droit à sa propre réalité, tu sais. C'est à moi à gérer mes shit. T'sais, pas aux autres de gérer pour moi. Mais c'est juste que des fois, je trouve que de dire qu'on connaît pas le bonheur tant qu'on n'a pas vécu la maternité, je pense qu'on... C'est parce que ça laisse l'impression, ça me laissait l'impression, OK, ben ça veut dire que je connaîtrai jamais le bonheur. Mm-hmm. Ça veut dire que tout le bonheur que je vis, c'est pas le vrai bonheur. Mm-hmm. Il y a plus que ça. Tu sais, donc, je crie dessus. Là, mais ça, ce commentaire-là est aussi insultant pour quelqu'un qui veut pas d'enfant, tu sais. Ouais, ben oui, c'est vrai. Il y en a des femmes puis des hommes qui en veulent pas, puis pour eux, c'est clair, puis ben, de se faire dire ça, c'est comme... Ben, c'est que... C'est pas vrai, tu sais. Ben non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a différents bonheurs. Il y a différentes réussites aussi, tu sais, comme je te disais, quand il y a des gens qui disent « Ah, ma plus grande fierté ou ma plus grande réussite, c'est mes enfants », tu sais... OK, fait que moi, là, puis nous autres, là, on vivra pas notre plus grande réussite puis notre plus grande fierté dans la vie si on n'a pas d'enfants. Faut faire les 4 accords Toltec. Vous connaissez les 4 accords Toltec? Je pense que tout le monde connaît les 4 accords Toltec. Tu sais, c'est comme... Toi, connais-tu les 4 accords Toltec? Bon, yes. C'est que la personne, là, c'est pas contre nous qu'elle dit. Tu sais, c'est pas... Tu sais, ça reflète sa propre réalité. Mais oui. Tu sais, fait que c'est sa réussite à elle, mais ça n'a pas rapport avec la réussite à toi. T'as raison. Fait que moi, là, je fais tout le temps mes 4 accords Toltec. Puis, tu sais, je me dis, ça n'a pas rapport avec moi. Fait que, tu sais, c'est plus facile comme ça de le prendre, tu sais. Okay. 4 accords Toltec pour enfants? Oui, c'est ça. Oui, la réussite. Quand quelqu'un dit c'est ma plus grande réussite. Mais, tu sais quoi? T'as-tu dit les cacas? Ah non, quand? J'ai dit quand? Moi, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, là, c'est que, tu sais, moi, j'ai écrit Aurélie Laflamme. Puis, tu sais, Aurélie Laflamme, le premier tome est sorti en 2006. Il y avait des petites filles de 10-11 ans qui le lisaient, qui ont grandi. Il y a encore des petites filles et des petits garçons qui le lisent aujourd'hui, qui le découvrent. Fait que j'ai tout le temps accès par ça, par mes livres aux jeunes, mais c'est aussi que je vois grandir des gens que j'ai vus, tu sais, quand ils avaient 10, 12 ans. Puis beaucoup me disent que, mettons, Aurélie, ça les a aidés à telle affaire. L'autre jour, j'ai rencontré une notaire. Puis là, elle m'a dit, tu sais, si j'avais pas lu Aurélie Laflamme, j'aurais pas eu la passion pour la lecture, puis j'aurais pas eu le choix de carrière que j'ai. Ah! Tu sais, je suis comme partie à pleurer dans mon rendez-vous de notaire parce que je suis comme, tu sais, je me dis, ben j'ai la chance, j'ai le grand privilège que... ben j'ai pu un peu transmettre quelque chose à travers mes livres. Plein d'enfants. Oh my God! Hein? Puis là, j'ai des témoignages comme ça de gens qui ont lu le livre, qui ont grandi avec Aurélie, que dans le fond, ils me disent que ça a eu un impact sur leur parcours, sur leur vie. Puis c'est un petit impact, là. Je peux rien m'approprier à moi, là. Mais moi, je pourrais jamais transmettre, tu sais,
c'est quoi une mère, tu sais? Je pourrais jamais avoir cette transmission-là d'une maman. Fait que je prends le petit 2% là, qu'on me dit, tu sais, j'ai eu ça avec Aurélie, puis je me dis, c'est ma petite transmission à moi, puis je suis contente de tout ça. Puis c'est pour ça, à un moment donné, que j'ai fait le choix que moi, finalement, j'allais continuer à écrire des livres, puis que, tu sais, honnêtement, si j'avais pas eu mes livres, si j'avais pas eu ce contact-là avec la jeunesse, peut-être que j'aurais fait d'autres choix. Peut-être que j'aurais choisi l'adoption, justement. Peut-être que j'aurais fait d'autres choix. Peut-être que je me serais impliquée... tu sais, comme souvent, je m'implique dans certains hôpitaux, tout ça, avec des jeunes. J'aime ça. C'est vraiment... C'est comme ça que j'ai décidé, moi, de le faire. C'est peut-être pas avec un enfant chez nous au quotidien, c'est peut-être pas, mais c'est autrement que je décide que ce côté-là maternel que j'aurai toujours, je l'ai, c'est en moi, tu sais. Mais j'ai décidé que ma transmission serait autrement. Puis je suis fière, là, tu sais, moi, quand je vois un de mes lecteurs, une de mes lectrices, tu sais, comme... tu vois, il y en a une que, tu sais, je suis devenue amie avec elle, puis, tu sais, j'ai assisté à sa soutenance de thèse de doctorat, puis je pleurais comme si j'étais une maman, là, tu sais. Puis moi, ma mère, elle venait à mes lancements, puis elle pleurait, puis j'avais honte, puis je disais, arrête de pleurer. Puis là, maintenant, je dis, je te comprends, là, elle, tu sais, c'est comme juste une jeune amie, puis, tu sais, comme, je suis super fière d'elle, puis là, je pleure, tu sais, parce que je suis fière d'elle. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est un côté grande sœur que j'ai. Je peux pas m'approprier le titre de mère parce que, tu sais, ces gens-là, ils ont toute une super mère, tu sais, mais je peux m'approprier, tu sais, comme peut-être un titre de grande sœur cosmique ou des choses comme ça. Puis, tu sais, j'ai décidé que ça allait me combler. Ben, t'es maman pour ton pitou, en tout cas, ça, c'est sûr. Moi, je suis mal à l'aise avec le titre de maman pour les animaux, là, parce que... ouais, moi, je suis très à l'aise avec ça, en tout cas. Okay. Mais tu sais, c'est parce que je l'ai quand même arraché à sa mère pour qu'il vienne vivre avec nous. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, ton chien, tu le... non, c'est ouais, pas toi qui l'as mis au monde. Je comprends. Tu sais, c'est ça. C'est comme pour adopter un chien, il faut quand même que tu l'arraches à sa maman, à lui. Ouais. Fait que je suis pas capable de m'approprier ce titre-là non plus. Mais t'es la maman d'Aurélie Laflamme. La maman d'Aurélie Laflamme. Ça, oui. Ben, maman ou alter ego. Tu sais, comme des fois, c'est pas clair. c'est ça. Fait, mais oui, tu sais, comme... Peu importe. On n'est pas obligé d'avoir le titre de maman. Tu sais, c'est ça, moi, que je me suis rendu compte. Je suis pas obligée de l'avoir. Puis, ça a été long. C'est un processus d'en arriver à ça. Comme je dis, j'ai eu à régler un choc post-traumatique. J'ai eu à passer par-dessus le courriel de la compagnie d'adoption, que ça faisait 2 ans qu'on attendait, puis qu'on disait que c'était pas assez. J'ai eu à passer par tellement d'affaires que, tu sais, à un moment donné, c'est un processus, puis tu sais, une déconstruction de se dire, OK, ben ma vie, ça va être autre chose. Puis, tu sais, des fois, mon chum, on voit du positif, là. L'année passée, on est allé à Disney, puis on était comme, oh my God, on a tellement du fun. Ça aurait tellement été plate avec des enfants. On n'aurait pas pu faire nos manèges préférés. On voyait les familles d'un petit manège, on était là, yes sir, nous autres, on veut faire les gros manèges. Ça coûte cher pour aller faire juste ça. En tout cas, regarde, tu sais, je dis ça, puis c'est sûr qu'en dedans de moi, j'aurais aimé ça aller à Disney avec une famille, tu sais. Mais à un moment donné, il faut que tu trouves le positif, puis le côté positif. Pendant la pandémie, des fois, mon chum puis moi, on se disait, hey, on peut travailler, tu sais, comme, puis il y a du monde, tu sais, il y a de nos amis qui disaient, oh mon Dieu, c'est dur avec les enfants toute la journée. Puis là, au début, on était comme, oh, nous, tu sais, on aurait peut-être aimé ça, avoir nos enfants toute la journée, tu sais. Puis là, après ça, un moment donné, on était comme, puis non, tu sais. Nous autres, finalement, on allait prendre nos marches. Il faut qu'on se trouve du positif. Absolument, ben oui. Faut qu'on trouve des avantages à ça, parce que sinon, on passerait notre vie à avoir de la peine. Puis pourquoi faire ça? Fait que, tu sais, des fois, on fait nous cyniques.
Tu disais en pré-entrevue que quand tu es un couple sans enfants, tu perds des activités sociales. Oui. Dans le sens où les couples qui ont des enfants s'invitent entre eux pour faire des activités d'enfants, là, par exemple. Puis les couples qui n'ont pas d'enfants, des fois, vont être délaissés ou pas invités, tout simplement. Est-ce que vous avez perdu des relations amicales à cause de ça? On a eu quand même des bons amis parce que même des fois, on les remerciait. On était comme « Ah, merci de nous inviter quand même si, tu sais, c'était toutes des couples avec enfants. » Mais tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, ces gens-là, tu sais, leurs enfants jouent ensemble, tout ça. Tu sais, c'est sûr que... c'est sûr qu'à un moment donné, c'est comme quand t'es célibataire puis que tout le monde est en couple, tu sais. Des fois, quand tout le monde est en couple, ils vont s'inviter, ils vont faire des soupers de couple. Puis là, toi, t'es célibataire. Moi, ça m'est arrivé. Là, toi, t'es célibataire puis t'es comme... Il y a des amis qui t'invitent quand même si t'es célibataire puis que t'es comme tu fais un nombre impair. C'est tellement grave, les nombres impairs. Mais il y a d'autres amis, tu sais, qui aiment ça, être en couple puis tout ça. Donc, c'est un peu la même affaire avec les couples avec enfants puis les couples pas d'enfants. Puis à chaque fois qu'on s'est fait des amis qui étaient un couple pas d'enfants, finalement, à un moment donné, ils ont eu des enfants. Fait que, tu sais, c'est comme à chaque fois qu'on était comme « Oh, eux, ils sont comme nous! Puis finalement, là, ils ont avez-vous aujourd'hui des couples sans enfants qui n'auront pas d'enfants? Non. Ah oui, hein? Non. Ben, tu vois, là, j'ai une jeune amie, mais tu sais, on sait jamais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais c'est ça. Mais moi, je trouve, en tout cas, si je peux passer un message, je trouve ça quand même bien et important que les gens sans enfants continuent de se faire inviter, dans le sens où on est amis entre adultes, pas avec les enfants, tu sais. Fait que je veux dire, oui, à cette heure qu'il y a des enfants, les enfants viennent avec. C'est comme un package, là, tu sais. Je pense que quand t'as pas d'enfants, les gens pensent que t'haïs les enfants. Ben voyons, ça t'énerve. ouais, hein? Fait que des fois, il y a ça aussi, tu sais, comme... Moi, là, ça m'est arrivé souvent, tu sais, de me faire dire, tu sais, comme... Ah, mais je pensais que t'aimais pas vraiment ça, les enfants. Puis là, t'es comme, ben voyons, j'écris pour les enfants. Ouais, c'est ça, ouais. Comme, qu'est-ce qui t'a fait penser ça, tu sais? Donc, moi, j'adore les enfants, là, tu sais. Fait que... Tu sais, c'est ça. Des fois c'est un petit côté dur, mais on a eu quand même des bons amis là-dedans qui nous ont pas rejetés, là. C'est pas systématique, là. Tu me disais aussi en pré-entrevue que tu trouves qu'il y a un grand manque d'éducation dans la société là, par rapport à notre fertilité, et je pense qu'on est toutes les trois d'accord ici autour de la table pour dire ça. Tout ce qu'on nous enseigne à l'école ou à peu près, ben, c'est qu'en faisant l'amour, on peut tomber enceinte. On nous montre aussi comment mettre un condom, mais on nous dit pas, par exemple, que notre pic de fertilité, c'est quand on est au cégep, entre autres. Et je reprends tes mots aussi pour dire qu'il y a une espèce de pensée magique dans la société où on s'imagine que de tomber enceinte, c'est facile. On prend littéralement la fertilité pour acquis. Qu'est-ce que tu connaissais, toi, de la fertilité au moment où tu as commencé à essayer? Bien, c'est en plein ça, là. C'était comme, fais attention, tu sais, tu peux tomber enceinte. Moi, tout le monde autour de moi est tombé enceinte comme du premier coup. Fait que tu t'imagines pas que ça va tomber sur toi. Je trouve ça très dommageable, tu sais, les vedettes qui tombent enceintes à 46 ans, puis que tu sais pas, dans le fond, que souvent, tu sais, entre 46 et 50, souvent, là, quand les vedettes sont enceintes, il faut se le dire, ils ont des dons d'ovules. Puis ça, là, tu sais, moi, j'ai rencontré... mon chum, il a fait un épisode de sa série « Les aventures du pharmacien » sur la fertilité, puis ça l'est fait dire, là, tu sais. Puis ça, là, c'est une grosse déconstruction que des fois que les médecins en fertilité doivent faire avec les femmes. C'est que souvent, tu sais pas que tu vas devoir aller vers le don d'ovule pour y arriver quand t'es plus vieille, tu sais. Donc, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a un manque d'éducation sur... Puis, tu sais, c'est souvent ça qui arrive avec les femmes, c'est encore le double standard, tu sais. Les femmes, la santé des femmes, tu sais, ça a été moins étudié comment que les femmes ils ont des crises cardiaques. Donc, c'est moins bien diagnostiqué. Puis c'est la même chose pour la fertilité. Tu sais, je sais pas si vous écoutez Bridgerton. Dans Bridgerton, là, les filles là-dedans, ils ont l'air niaiseuses parce qu'ils savent pas comment on fait des enfants. Tu sais, c'était dans la saison 1, puis là, dans la saison 3, il y a un peu le même genre d'affaires. C'est comme si les filles, ils savent pas que c'est de telle façon qu'on fait des enfants, puis tout ça, ils ont pas toute l'information. Puis, tu
sais, ça a l'air niaiseux, mais c'est très accurate historiquement parce qu'on n'éduquait pas les jeunes filles à l'éducation sexuelle. Puis c'est la même chose pour l'éducation sexuelle aujourd'hui. Moi, est-ce que j'aurais fait la même décision de vie si, tu sais, probablement que j'aurais fait un... Tu sais, mettons, là, si j'avais voulu rester célibataire, tout ça, j'aurais peut-être fait congeler mes ovules. Encore là, ça, c'est pas une solution magique non plus, c'est ça. parce que ça fonctionne pas tout le temps, puis tout ça. Donc, c'est toute une éducation comme ça qu'on a à faire. Moi, je savais même pas que c'était une option, mais on devrait avoir une plus grande éducation sexuelle, de fertilité, des choses sociales aussi, comme je remets l'adoption sur la table, ça devrait être toutes des choses qu'on connaît plus. Puis le fait que quand on voit dans les journaux une vedette qui a un enfant, tu sais, tardivement, ben des fois, c'est pas de la façon qu'on pense, tu sais. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être plus connu socialement, plus discuté. Puis, tu sais, vous faites, dans le fond, une œuvre d'éducation avec votre podcast, mais il devrait avoir plus d'éducation dès notre jeune âge. Pas pour dire aux filles, faites des enfants au cégep, justement. Là, c'est pas ça le but. Juste d'être informé, c'est déjà un premier bon pas, là. Juste d'être informé, tu sais, d'être informé pour prendre des choix éclairé. Et conscient. Comment tu suggérerais que la société... Parce que c'est quand même... Je suis d'accord avec toi, là, qu'il faudrait y avoir plus de sensibilité, il faudrait avoir accès à de l'information. Mais tu sais, concrètement, comment tu verrais ça viendrait de où? Moi, là, je lance ça. J'ai pas nécessairement les solutions. Ouais. Tu sais, les cours d'éducation sexuelle, on le sait que ça n'existe plus à l'école. Tu sais, ramenons ça, tu sais. Puis... Tu sais, dans les cours d'éducation sexuelle, là, moi, je trouverais ça important que ce soit dit aux filles, là, justement, « Hey, vous n'êtes pas obligés d'avoir des enfants pour être heureuse. » Vous n'êtes pas obligés. D'arrêter d'axer ça, d'arrêter d'axer la société sur juste un seul modèle. Moi, pour moi, dans les cours d'éducation sexuelle, là, moi, je trouve qu'on devrait présenter plusieurs modèles. Puis comme ça, tu peux voir que tu as plusieurs choix, puis au moins tu sais que ça existe parce que, tu sais, c'est sûr que moi, là, qu'est-ce qui venait vraiment de moi, puis qu'est-ce qui vient d'une construction sociale, je le sais pas. Je le saurai jamais. Après, le choix que je fais maintenant, je suis contente de me déconstruire parce que j'ai lu Mona Chollet ou des choses. Je suis contente de me déconstruire que le seul modèle possible, c'est un couple avec un enfant, puis vivant dans une maison, puis tout ça. Je suis contente avec mon chum, finalement, on invente c'est quoi notre couple, puis c'est quoi notre bonheur. Avant, est-ce que j'étais juste dans une espèce de, ben ça fonctionne comme ça? Je le sais pas. Je pourrais jamais le savoir qu'est-ce qui vient vraiment de moi, de mes instincts, puis d'une construction sociale. Mais ce que je sais, c'est que ce serait important que, mettons qu'il y a ça, que ça soit pas basé juste sur un couple, un modèle hétéronormatif, nanana. Parce que, tu sais, là, on est toutes, je pense, des filles blanches, cis, hétéros, tu sais, dans un couple traditionnel. Moi, j'ai des amies lesbiennes aussi qui sont en traitement de fertilité, puis qui ont à se déconstruire aussi des choses, qui s'imaginaient qu'ils vivraient, puis que finalement se retrouvent pas nécessairement à vivre ce qu'ils avaient pensé, qu'ils avaient vécu. Donc, il faut pas non plus il faudrait pas que ces cours-là soient juste pour des filles comme nous. Il faudrait que ça soit très inclusif, il faudrait qu'il y ait plusieurs modèles présentés, puis il faudrait une espèce de déconstruction de est-ce que c'est le seul modèle possible de bonheur? Sais, moi, je pense qu'il faudrait qu'on apprenne que non, c'est pas le seul modèle possible. Qu'il y a d'autres options, là. Oui, exactement. Dans la BD, je sais pas si c'est toi ou si c'est ton personnage, mais le personnage féminin, en tout cas, dit qu'elle allait jamais être capable de faire ce deuil-là, le deuil de la maternité ou le deuil d'avoir un enfant. Elle dit ça pour vrai, le personnage? Oui, elle dit je serai jamais capable de faire ce deuil. Elle dit ça? Oui.
toi, aujourd'hui, après, je sais pas, quelques années, là, après avoir terminé ces processus-là, comment te sens-tu? Est-ce que tu le vis, ce deuil-là? Est-ce que tu l'as fait? Ben, tu sais, il y a plein... Moi, je pense que le deuil, c'est un spectre. Puis, je pense, tu sais, mettons, à l'émission de Marie-Claude Barrette, j'ai dit « Ah, je serais jamais capable de faire mon deuil. » Puis après ça, tu sais, c'est sorti dans les journaux, puis un peu comme en clickbait. Puis écoute, je riais tellement parce que c'était tellement gros comment que c'était dit que j'étais comme « Ben voyons, c'est bien intense, tu sais. » Moi, je pense que il y a des jours où justement, je suis à Disney, je fais les gros manèges, puis je suis comme « Yes, sir! » Tu sais, j'ai pas d'enfant. Puis il y a des jours où je suis roulée en boule, puis je suis comme « Mais voyons, qu'est-ce qu'on a fait là? » Puis tu sais, puis je disais à mon chum « Mais tu sais, on repart-tu? Tu sais, on repart là, on réessaye. Ben, tu sais, tu sais, mettons... L'adoption, ça reste toujours comme un espèce de petit truc autour de notre tête. Tu sais, c'est en constamment en réflexion, puis en rechoix, puis en redeuil, tu sais. Ah ouais. On n'en fait jamais vraiment un deuil. Non, je pense que le deuil se fera jamais, mais pas deuil version clickbait. Je ne ferai jamais mon deuil, tu sais. C'est comme, je suis capable d'avoir une vie heureuse. Je l'aime, ma vie, honnêtement. Tu sais, des fois, j'y pense, puis je me dis, j'aurais-tu été faite pour ça? Tu sais, j'aime ça quand même, chiller, tu sais. Fait que, j'aime ça chiller. J'aime ça, tu sais. Fait que, tu sais, je suis comme, j'aime ça, avoir une espèce de liberté. Puis même avec un chien, tu sais, des fois, mon chum puis moi, on se dit... Tu sais, moi, je suis quelqu'un de tellement impliqué dans la vie. Mon chien, là, quand je dis que je m'en vais, il fait une face comme ça, puis ça me crève le cœur. Fait que moi, là, c'est sûr que je m'implique à 100%. Mon chien, c'est sûr que mon chum puis moi, on sort moins. Quand on sort plus que 3 heures, on sait qu'il y a de la peine. Fait que, tu sais, on revient vite. Fait que c'est sûr que, tu sais, étant comme ça, étant quelqu'un de très impliqué, ben je me serais investie à fond. Ah oui! Ce qui me fait de la peine, là, moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est quand je vois, mettons, des abus sur des enfants ou des gens qui jettent leurs enfants dans leur poubelle, parce que ça arrive des fois dans les journaux qu'on voit ça. Moi, je me dis, pourquoi eux, ils ont pu, puis moi, je peux pas, tu sais. Puis tu sais, ça me fait beaucoup de peine. Fait que le deuil, quand moi, je vois ça, là, même si j'ai 47 ans, là, puis que, tu sais, je suis probablement rendue trop vieille, mais tu regardes ça, puis tu dis... ben moi, là, j'aurais été une bonne mère. Fait que pourquoi moi, ça m'est pas permis à moi? Tu sais, fait que c'est sûr que tu te questionnes là-dessus. Fait que le deuil, est-ce que je vais réussir à le faire un jour? Puis il va y avoir... Toute la vie, il y a des deuils. Tu sais, il y a justement le deuil de quand les enfants rentrent à l'école, quand, mettons, mes amis vont devenir grands-parents, tu sais, est-ce que là, tu sais, je vais dire, moi, je connaîtrai jamais ça, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, ma mère est comme, tu sais, moi, là, je suis contente de vous avoir parce que vous allez vous occuper de moi. Puis moi, je suis comme, arrête de dire ça parce que moi, là, ça me stresse parce que moi, là, qui va s'occuper de moi? Tu sais, c'est pas, faut pas que ça soit juste sur les épaules des enfants, ça. Faut mettre des ressources autour pour que ça soit pas la seule option que les enfants s'occupent de. Parce que sinon, tu t'arrêtes pas de te dire, ben, j'aurai pas d'enfant, personne va s'occuper de moi quand je vais être vieille. Puis là, après ça, tu vois, tu sais, dans les CHSLD, plein de personnes âgées tout seules, puis tu dis, ben, eux autres, ils ont des enfants, mais finalement, tu sais, faut changer toutes nos perceptions. Ma réponse est longue, là, puis là... Il y avait une belle image par rapport au deuil, que le deuil, ce qu'on pense que c'est une bille, puis mettons, ça, c'est toi, puis la bille est à l'intérieur, puis le deuil, ben, il fait juste rétrécir. Mais toi, tu restes la même chose. Mais en fait, le deuil, c'est... T'as le deuil, t'as toi, mais c'est toi qui grandis, puis le deuil reste le même, il change jamais, puis c'est nous, on se remplit notre vie avec autre chose, tu sais. Puis on apprend à vivre avec, en fait. L'été, là, que j'ai eu ma thrombophlébite, puis que, tu sais, dans le fond, j'ai su que, tu sais, que là, on n'avait pas encore décidé, mais, tu sais, moi, mon deuil était vraiment là, parce que là, t'as comme... Tu savais que... Tu sais,
tu passes proche de la mort parce que tu as essayé d'avoir un enfant. Là. C'est très traumatisant. Mhm. Cet été-là, là, je pleurais souvent ou je fixais le vide. Puis je voulais tout le temps que mon chum puis moi, on aille acheter des fleurs pour planter sur notre terrain. Puis je voulais planter des fleurs. Je voulais qu'il y ait des fleurs sur le terrain, tu sais. Puis j'arrêtais pas de me dire, je veux planter des fleurs. Fait qu'on n'arrêtait pas d'aller à une pépinière pour acheter des plantes puis des fleurs. Je voulais planter des fleurs. Puis toutes les fleurs sont mortes en passant. Mais c'est comme si j'avais envie de faire pousser la vie, tu sais. Puis c'était vraiment difficile pour moi. C'était un été extrêmement difficile. Je venais de vivre une grosse affaire par rapport à ma santé. Fait que... Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, on a vu... on est allé en voyage en Italie. Puis ça faisait pas longtemps, je pense que... Je pense que ça faisait justement 2 ans qu'on avait eu cet événement-là. Puis il y a une petite fille qui est venue vers moi. Puis elle avait comme 2 ans, tout ça. Puis elle est comme spontanément venue dans mes bras, tu sais. Puis, voyons, excusez. Puis on dirait que dans ma vie, je me suis dit, hey, c'est elle qui est venue me dire au revoir. Tu sais, comme si j'avais eu... Voyons, excusez. C'est correct. C'est ça, j'ai comme eu un au revoir. Tu sais, c'est comme si une petite fille est venue me dire, hey, moi, je suis là, j'existe, puis je suis heureuse dans les bras de d'autres parents. Au revoir, tu sais. C'est comme ça que je l'ai pris. Voyons, excusez. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, le deuil, c'est jamais facile à faire. Puis c'est pour ça que je dis que c'est un spectre. Là, je vous parle de ça, ça me fait retoucher. Dans ma vie quotidienne, vous avez pas dit que vous aviez des Kleenex? Oui, c'est vrai. Je pensais que oui. Pauvre toi, avec des madames qui parlent à faire de même. Il n'y a pas de Kleenex ici. Ah bon, les essuie-tout, bon, ça marche. Mais là, tu vois, faire des blagues, tu sais, ça m'a aidé. Fait que c'est ça que je dis. Faire des blagues, ça aide. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, des fois, tu te fais des images comme ça, puis des moments où tu dis... Je dis au revoir, tout ça. Des fois, ça te refait toucher. Comme là, j'ai raconté ça, ça me refait toucher. Mais je vais aller chez nous après, puis tout va être correct, tu sais. Puis demain, tu sais, mon chum puis moi, on va faire peut-être une activité qu'on va se dire « Ah, une chance qu'on n'a pas d'enfants, sinon, tu sais, on pourrait pas faire ça. » Puis là, le lendemain, on va peut-être se dire « Ah, ça aurait été le fun d'avoir des enfants. » Ou des fois, mon chum, c'est quand il voit... un papa avec un enfant sur ses épaules, des fois, ça vient le chercher en dedans de lui, tu sais, il y a de la peine. Puis on est très complices là-dedans, tu sais, on se laisse avoir nos émotions, puis on se serre dans nos bras. Puis quand on a décidé de se marier, c'était un peu... Parce que les adoptions, ça demandait... À l'international. À l'international, il faut que tu sois marié. Mais tu sais, c'était aussi pour se dire, ben on va être une famille. Nous deux, on se choisit, on va être une famille, puis on a fait ça à notre image, puis tu sais, on s'est pas mariés pour l'adoption. C'est sûr que ça faisait partie de nos espoirs que ça fonctionne, mais on s'est mariés dans notre cour chez nous pour mettre des belles énergies dans notre maison parce qu'on venait de vivre des choses difficiles avec la fertilité. Puis là, ça a mis des belles énergies dans notre maison, mais en même temps, ça nous a attachés là parce que des fois, on pense à déménager parce que nos voisins nous énervent, puis on est comme, on peut pas quitter notre maison, tu sais, parce qu'on s'est mariés là, puis tout ça. Mais c'est ça, tu sais, pour nous, ça a pris un sens, tu sais, qu'on s'est choisi, on a mis des belles énergies dans notre maison, puis tu sais, moi, je pense qu'il faut faire des choix dans le deuil. Ma psy, elle arrêtait pas de dire « entoure-toi de douceur ». Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? Honnêtement, c'est gossant se faire dire ça. « Entoure-toi de douceur ». Puis comment je m'entoure de douceur? Mais tu sais, je pense que c'est par des petits moments comme ça où tu choisis que ce petit moment-là va te rendre bien, puis va te rendre heureux, puis que c'est un petit moment que tu fais pour toi, pour être heureuse, puis que c'est un moment doux. Puis ça peut être une marche dans un parc, ça peut être de préparer un projet qui est le fun, qui est autre chose.
Puis c'est ça. Nous, c'est ça qu'on fait depuis ce temps-là. Fait qu'on essaie de se faire des petits moments. Tu sais, moi, à ma fête, je dis tout le temps à mon chum, ce que je voudrais, c'est qu'on soupe puis qu'on écoute un film. Il dit, c'est ça qu'on fait à tous les jours. Puis là, je suis comme, mais ça me rend heureux. Pour moi, c'est ça, m'entourer de douceur. Tu sais, c'est d'être collé sur un divan avec lui puis d'écouter un bon film puis de faire un bon souper. On va s'arrêter là-dessus. Bon. Si vous avez des mauvais commentaires, vous les effacez. Non, garde, je vais aller les lire. Moi, j'allais dire que j'ai été très émue, très touchée par tout ce que tu as dit dans nos 2 heures de discussion. Je te remercie infiniment d'être passé. Je suis certaine que tu vas en inspirer plus d'un. Et je trouve que tu es une magnifique personne, pour vrai, fait que doute jamais de ce que tu peux dire ou penser. Puis c'est ça. Fait que India Desjardins, un énorme merci. Allez lire, acheter sa BD « Ma vie avec un scientifique, la fertilité », même si elle aime pas son titre. C'est vraiment, ça vaut le coup. Alors, encore une fois, un gros merci, India, d'être passée. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. J'aimerais vous remercier à l'avance, si c'est pas déjà fait, de nous mettre un petit 5 étoiles sur Spotify parce que ça nous aide, dans le fond, à se faire connaître. On va aussi arriver peut-être plus facilement, plus rapidement dans les recherches des gens qui recherchent un podcast sur la fertilité. Donc, et aussi, encore une fois, merci à Création Plume d'Or de peindre à la main ces magnifiques tasses. À l'achat de chaque tasse, il y a des sous qui sont remis au podcast, mais aussi à l'entreprise de Création Plume d'Or. Donc, pour acheter votre tasse, c'est partout sur Instagram, Facebook, créationplumedor.com ou lesinfertiles.ca. Donc, à la prochaine! Merci beaucoup!